Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je suis heureuse, très heureuse et surtout très honorée de parler devant Madame l'ambassadrice, devant Madame notre chère présidente Françoise et devant vous tous. Vraiment pour moi, je suis surprise même de cette assistance aussi nombreuse, aussi passionnée, aussi agréable, et c'est en toute amitié que nous allons bavarder ensemble un petit moment. Je vais essayer de faire apparaître au fil de quelques images comment la botanique telle que nous la connaissons maintenant, qui est une science indiscutable, une science biologique, comment la botanique est apparue dans notre civilisation. Parce qu'il n'était pas évident que de but en blanc, on se dise « Ah, mais on va classer les plantes, on va leur donner des noms ». Non, ça a commencé de façon beaucoup plus discrète, beaucoup plus modeste. Alors, tout à fait au début où l'homme est apparu, l'homme était obligé de connaître des plantes. S'il n'avait pas connu un certain nombre de plantes, nous ne serions pas là pour en parler. Et finalement, si on regarde vivre des grands herbivores, je vous avouerai que j'ai parfois des goûts modestes et qu'il m'est arrivé bien souvent dans ma vie de m'installer au coin d'un pré pour observer comment les vaches mangent. Eh bien, les vaches savent reconnaître les herbes et ne mangent pas n'importe quoi. Elles savent enseigner à leurs veaux que telle espèce est gravement toxique. J'ai vu des veaux se faire tabasser par leur mère parce qu'ils s'approchaient d'une touffe de vérâtre, par exemple. Et les vaches ne mangent pas une herbe au hasard, elles prennent un brin de celle-ci, un brin de telle autre pour se faire une bouchée parfumée. Et parfois une feuille d'ortie pour stimuler leur appétit, mais mélangée à d'autres herbes. Donc l'homme au départ était au moins semblable à une vache, peut-être même un peu plus, je n'en sais rien. Il mangeait le chou marin, le crambe, qu'on connaît bien. Ça ne marche pas? Si, ça marche. Non, ça a été trop loin. Le kénopode bon-Henri, que nous sommes toujours capables de manger à condition d'aller le récolter. Il mangeait également le Bunium bulbocastanum. Le Bunium, cette noix de terre, est délicieuse, même crue. Quand on la ramasse, il suffit de l'éplucher, on la croque, c'est délicieux. Mais il faut être suffisamment bon botaniste pour ne pas se tromper, parce qu'une petite ombellifère ressemble à une petite ombellifère. Et vous savez comme moi qu'on ne joue pas avec les ombellifères. Et puis, il y avait des fruits qui apparaissaient tout naturellement. Donc, les repas, dès l'origine de l'homme, ont pu comporter beaucoup de végétaux qui étaient favorables à leur santé. Et les hommes s'en sont très bien portés. L'aubépine n'est pas très délicieuse à manger. Et pourtant, dans les gisements néolithiques, on trouve des amas de noyaux. Non. Je ne sais pas trouver le pointeur. Bon, j'en ai un autre. Ces petits fruits d'aubépine contiennent un gros noyau et on trouve des amas de ces noyaux dans les gisements néolithiques. Et l'homme utilisait aussi les plantes pour bien d'autres choses, en particulier pour entretenir sa santé. On sait maintenant que les singes, les grands singes, en particulier les gorilles, les chimpanzés, utilisent des plantes médicinales lorsqu'ils ont un problème de santé. Alors, on a pu utiliser très tôt dans nos pays la reine des prés, qui a exactement les mêmes fonctions que l'aspirine. Vous savez sûrement que le nom d'aspirine est un dérivé plein d'humour, c'est de l'aspirer. La filipendule s'appelait Spirea ulmaria jusqu'à une date récente,
Et le jour où ils ont voulu nommer ce nouveau produit, ils ont dit comment ça vient de l'aspirer. Donc de l'aspirer, c'est devenu aspirine. L'herbe au charpentier, l'aquilée, est bien connue pour favoriser la cicatrisation des plaies ouvertes. La grande consoude est également une plante qui aide à cicatriser, mais les blessures osseuses. Il est évident que ces plantes-là ont dû être très vite connues. Et puis, il y a les plantes dangereuses. Je vous ai parlé tout à l'heure du vérâtre, le vérâtre qui est à droite. Il est indiscutable qu'il ressemble à la grande gentiane. La grande gentiane, qui encore de nos jours est exploitée pour faire des apéritifs, mais c'est aussi un fébrifuge qu'on a utilisé jusqu'à avoir des plantes exotiques plus efficaces. Et le vérâtre, comme je l'ai indiqué, est mortel à très faible dose. Et puis l'aconite, les aconites, qui sont tous aussi dangereux les uns que les autres, celui-ci s'appelle Lycoctonum, ce qui indique, l'étymologie indique que c'est pour tuer les loups. Et si nous allons un peu plus loin dans le temps, du temps de l'ancienne Égypte, on sait maintenant que les anciens Égyptiens avaient une bonne connaissance des végétaux, tout au moins de certains végétaux, des végétaux qui leur étaient utiles. Alors, ils les connaissaient, ils les nommaient, on connaît même le nom d'un bon nombre de végétaux, ils les représentaient, mais ils représentaient aussi des hommes et des animaux. Et je suis obligé d'attirer votre attention sur le fait que les Égyptiens n'étaient pas doués pour représenter les plantes. Quand on pense qu'ils représentaient les poissons ou les oiseaux avec une telle précision que les zoologistes identifient à l'espèce les dessins, ça veut dire que les Égyptiens étaient intéressés par les bêtes et pas par les plantes. Je suis peut-être cruel de dire ça à l'heure, mais je pense que maintenant il est trop tard pour qu'ils soient vexés. Enfin, on reconnaît quand même le palmier doum à son tronc fourchu, mais les feuilles du palmier doum sont ambiguës parce que le palmier doum devrait avoir toutes ses feuilles digitées comme celle-ci et pas du tout de feuilles pennées comme celle-là. Donc, ils n'ont pas bien su observer leur palmier, qui pourtant est très commun. Et puis, le figuier sycomore, le vrai sycomore, l'érable qu'on a appelé sycomore, c'est très tardivement qu'on lui a attribué ce nom qui en fait est le nom d'un figuier. Ce figuier, il faut vraiment avoir le... Je patouille moi ça. Il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination pour reconnaître un figuier dans l'image de droite, alors que ce figuier ressemble vraiment à un figuier, sauf qu'il a des feuilles qui ressemblent à des feuilles de peuplier. Mais c'est un figuier, indiscutablement. Et alors, si nous arrivons il y a à peu près 2000 ans, ou un petit peu plus, un botaniste, ce qui s'appelait Cratevas, disposait de rouleaux de papyrus. Il avait des peintures et il a peint des plantes de son environnement. Pline affirme que ces dessins avaient les couleurs exactes de la plante fraîche. Évidemment, nous ne pouvons pas le savoir, puisque c'était un exemplaire unique que Cratevas utilisait dans ses enseignements de botanique, et ces rouleaux de papyrus ont disparu au moment du grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et puis, 100 ans après ou à peu près, Dioscoride, qui était également un botaniste, mais un médecin, fait un traité sur les produits naturels qui permettent de soigner. Ce traité sera recopié à la main pendant très longtemps, et les copies les plus anciennes ne nous sont pas parvenues.
L'œuvre de Dioscoride sera recopiée pendant 1500 ans. Et c'est à l'arrivée de l'imprimerie, on continuera à éditer de façon imprimée l'œuvre de Dioscoride, qui deviendra au cours des ans de moins en moins claire, de plus en plus ésotérique, parce que les copistes modifient le texte qu'ils ont à copier, ils l'arrangent pour faire beau, pour faire peut-être plus clair à leur idée, et de proche en proche, les copies sont de plus en plus bizarres. Elles sont accompagnées d'illustrations qui, elles aussi, vont devenir de plus en plus bizarres. Et nous arrivons à l'époque du Moyen-Âge. Et là, on s'enfonce dans une forme de décadence profonde, aussi bien en ce qui concerne les illustrations que les textes qui les accompagnent. Les illustrations du temps de l'Antiquité ne nous sont pas parvenues, mais d'après les commentaires qu'on en a, il semble qu'elles étaient nettement meilleures que les illustrations du Moyen-Âge. Quand je dis meilleures, c'est-à-dire plus conformes à la réalité. Alors si nous regardons deux copies successives de Dioscoride, l'une date de l'an 512, l'autre 1120. En 512, regardez comment est faite cette ronce. La grappe de ronce est très bien observée. Les petits fruits, noirs, tous bien réguliers, la forme des épines. La branche a été cassée, donc les épines ici ont la pointe tournée vers le bas. Là, la pointe est tournée vers le haut, c'est normal puisque la branche est figurée cassée. C'est observé de façon rigoureuse. En 1112, regardez les feuilles, à quoi elles ressemblent. À rien du tout. Ça, ce sont vraiment des feuilles de ronce. Celles-là, ce sont des machins ramifiés. On ne sait pas très bien ce que ça représente. Les ronces, les mûres. Alors, vous en avez des petites là rouges et un gros machin noir, on ne sait pas ce que c'est. Et regardez l'inflorescence, comment elle est ramifiée, en éventail. Alors que là, vous avez vraiment des ramifications qui s'organisent de façon rigoureuse. Entre le VIe siècle et le XIIe siècle, il y a eu une perte d'information considérable dans cette illustration. Alors, les textes de Dioscoride, modifiés au cours du temps, parlent de l'usage qu'on veut bien faire des plantes, mais surtout de ce qu'on attribue, des vertus qu'on attribue à ces plantes. Ces vertus sont souvent magiques ou ésotériques et de toute façon n'ont aucune justification objective à nos yeux. Et dans les représentations, on ne représente plus tellement la plante elle-même, mais un symbole qui veut dire quelque chose à propos de la plante. Alors, à droite, voilà le petit Saxifraga granulata qui est commun dans les prairies. Il est à peu près fidèle, c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Les bulbilles souterraines sont juste à la base de la tige et on utilisait ces bulbilles pour traiter des problèmes rénaux. Alors, à gauche, en 1050, on figure cette plante simplement par ses bulbilles. Les bulbilles qui sont mélangées à des racines. Et cet entourage noir, très probablement, évoque le milieu souterrain. C'est comme ça qu'on configurait la plante. On ne figurait pas du tout ses feuilles, ses fleurs, non. Simplement ses bulbilles, et encore fallait-il reconnaître les bulbilles. En 1480, un copiste trouvant que ce dessin était difficile à comprendre, difficile à interpréter, n'y a rien compris du tout. Il a dit « ils se sont trompés ». Donc,
il a retourné tout ça. Des bulbilles, il a fait des espèces de fleurs en soucoupe. Et puis, sur une tige, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des feuilles. Donc, il a mis des feuilles. Et puis, cet entourage noir-là, ben, ça fait une sorte de pot de fleurs. C'est la preuve que les dessins se sont dégradés dans leur qualité d'enseignement. Les images, souvent, sont inspirées par la mythologie gréco-latine, la mythologie qui a été très très vivace dans notre civilisation jusque pratiquement au XVIIIe siècle. Par exemple, le centaurium, le petit centaurium à fleurs roses, qui, comme toutes les gentianacées, est un fébrifuge efficace, à faible dose, on ne peut l'utiliser que puisque c'est une toute petite plante, mais il a été très utilisé dans nos campagnes jusqu'à une date assez récente. Eh bien, vers l'an 1200, voilà comment à droite on figurait le centaurium. On figurait le centaure brandissant une plante censée être le centaurium à fleurs roses. Et pourquoi le centaure? Eh bien, il y a une raison profonde à cela. C'est que le centaure était la personnalité mythologique qui avait découvert les propriétés des plantes pour soigner les gens. Donc, comme cette petite plante était très utile, on l'a appelée centaurium et on la figurait sous l'aspect d'un centaure. Et puis, Narcisse. Narcisse se mire dans l'eau. Et, en voyant son image si belle, il a été transformé en plante, en fleur. Et là, à gauche, voilà Narcisse qui est devenu une fleur, mais il y a encore le petit bonhomme Narcisse. Au XVe siècle, vous voyez. Et puis, il y a aussi des plantes extraordinaires qui sont moitié plante, moitié humain, moitié plante, moitié animal. Mi-plante, mi-humain, nous avons vu le centaurium, représenté par le centaure. Mais il y a la mandragore qui a été une des plantes les plus utilisées en sorcellerie, plante très toxique, psychotrope, donc plante de sorcier. Et pour utiliser ses propriétés maléfiques, il fallait l'arracher. Mais quand on arrache la mandragore pousse un cri terrible qui peut faire mourir celui qui veut l'arracher. Donc, on attachait un chien au pied de la mandragore et on soufflait très fort dans une trompette pour faire peur au chien. Le chien, tentant de s'enfuir, arrachait la mandragore et c'est lui qui était tué par le cri de la plante. C'est logique. Vous avez l'air de douter. Voilà la mandragore telle que nous pouvons la voir dans la nature. Elle est très rare en France. Mais vous voyez, psychotrope, des propriétés hallucinatoires, etc. Et elle peut être mortelle. Il y a aussi autre chose. Claude Duret devait, je pense, avoir un peu trop fumé de choses illicites. Cet éminent botaniste décrit un arbre qui vit dans l'île de Saint-Bubon. Je ne sais pas où c'est, personne n'a pu le savoir. Et cet arbre porte des feuilles, et comme toutes les feuilles, ces feuilles tombent. Mais en tombant, il leur pousse des petites pattes. Quand elles arrivent par terre, les feuilles s'enfuient en courant. Vous n'avez pas ça dans votre jardin? Alors, mon interprétation, mais c'est seulement la mienne,
c'est qu'un voyageur était allé quelque part au loin, on ne savait jamais très bien où on allait quand on partait au loin, et il avait pu voir un de ces papillons ou une de ces sauterelles qui imite parfaitement une feuille avec ses nervures. Et dans ce cas-là, il aurait vu des feuilles s'enfuir. C'est une possibilité, mais c'est une hypothèse que je vous propose. Parce que j'ai quand même pitié de ce pauvre Claude Duret. Vous voyez les petites bébêtes qui s'en vont? C'est mignon. Et puis, il y a le mouton végétal. Alors ça c'est extraordinaire. Le mouton végétal qui pousse comme une plante, il a une hauteur juste suffisante pour qu'il puisse quand même brouter un peu d'herbe. Au lieu de porter des cornes, il porte des grosses touffes de poils. Enfin, c'est une plante très intéressante qui produit de la laine. Mais Claude Duret n'est pas le seul. Il y a John Mandeville qui lui aussi décrit un mouton végétal. Mais alors là, il y a des sortes de gousses, des grandes gousses, qui contiennent un mouton. Alors justement, on va y venir. Il y a encore un mouton végétal qu'on appelle le bombax au XIIe siècle. C'est ancien ça, le XIIe siècle. On l'appelle le bombax et il produit une laine blanche aussi douce que la soie d'un cocon de ver à soie. Le ver à soie s'appelle bombix. Moi je vois une relation entre bombix et ce nom de bombax qu'on a attribué à cette plante imaginaire. Mais alors, si on regarde le coton, eh bien, la touffe de coton est prise entre ces grands sépales, un peu comme si c'était une gousse. On retrouve un petit peu les images précédentes. Et puis, il y a aussi le capoquier, ou le faux capoquier, le bombax costatum, qui lui aussi donne des fibres blanches très douces, qu'on appelle le capoc. Le capoquier, ce capoquier-là, le bombax, existe jusqu'à la limite nord du Sahel, presque au Sahara. Il était assez facile pour des voyageurs hardis de parvenir jusque dans cette région-là, de voir cet arbre qui portait des touffes de poils très doux dans des sortes de grosses gousses, de revenir et de décrire qu'il avait vu un arbre qui produisait de la laine de mouton, ou alors qui portait des moutons portant de la laine. C'était une description orale qu'un artiste retranscrivait comme il le pouvait. Un détail amusant. Bombax costatum, c'est un binôme donné par Linné en 1753. Linné a repris le nom de bombax qui datait du XIIe siècle pour l'appliquer au capoquier. C'est assez amusant. Et alors, pendant ce temps-là, dans les églises, c'est là que nous avons le plus de témoignages artistiques, il y a des représentations végétales. Ici, nous sommes au XIe siècle. On appelle ça des feuillages. Moi, je veux bien, mais des feuilles de quoi? Je ne sais pas. Et puis, il y a ces sortes de fleurs de lys. Vous noterez que fleur de lys, je l'écris avec un Y, parce qu'on met un Y à la fleur héraldique, et à la plante, on met un I. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le même lys. Pour la raison très simple, c'est que la fleur de lys héraldique n'est pas un lys, mais est un iris, très probablement. Iris florentina. Alors,
on ne sait pas très bien ce que ça représente, mais c'est d'inspiration végétale. Autrement dit, les artistes n'ont pas observé une plante pour la représenter. Ils ont fait joli, ils ont fait beau, à leur idée. Et dans des manuscrits un tout petit peu plus anciens, on retrouve le même type de feuillage, illustration d'origine végétale, d'inspiration végétale, mais ce sont vraiment des illustrations décoratives. À peu près à la même période, Notre-Dame de Paris. Là, il y a encore des illustrations végétales. Ces sortes de crochets qui sont répandus dans beaucoup d'églises de cette période, c'est une inspiration végétale, mais on ne peut pas dire du tout à quelle plante ça peut ressembler. Et tout d'un coup, au XIIIe siècle, les choses se bousculent, tout d'un coup. La Sainte-Chapelle. On construit la Sainte-Chapelle alors que Notre-Dame n'est pas terminée. À Notre-Dame, on continue à faire des crochets d'inspiration plus ou moins végétale, mais qui ne représentent rien du tout. Dans la Sainte-Chapelle, eh bien, on trouve des feuilles d'érable qui se promènent. Bien observé, il n'y a rien à dire. On trouve des feuilles de chêne avec les glands. Donc à la Sainte-Chapelle, les artistes ont pris des branchettes de ce qui poussait sur les berges de la Seine à côté, et ils s'en sont inspirés pour faire le décor des chapiteaux. Ils ont vraiment observé ce qu'il y avait dans la nature autour d'eux, et ils l'ont représenté. Toujours à la même époque, là nous sommes à Chartres, eh bien ce sont des feuilles de groseillier et des feuilles de lierre. Là encore, des choses qui sont communes, qu'ils ont trouvées facilement et qu'ils ont représentées fidèlement. Là, on est déjà dans une approche objective et naturaliste. Autrement dit, au XIIIe siècle, il y a brusquement une bousculade dans la tête des artistes. Les artistes deviennent des naturalistes. À la fin du XVe siècle, l'imprimerie connaît son grand essor, depuis presque 100 ans. Dans les livres, il y a des images qui sont généralement des gravures sur bois, et il y a des textes qui sont des copies encore de Dioscoride, donc des textes filandreux auxquels on ne comprend pas grand-chose, tout au moins moi je suis bien incapable d'y comprendre quoi que ce soit, tellement c'est embrouillé et imaginaire. Mais les images, parfois, représentent vraiment des plantes. Les représentations deviennent des études naturalistes. Au XVIe siècle, on voit arriver cette façon de penser qui est différente. Par exemple, XVIe siècle, voici la mandragore. Eh bien, cette mandragore est très bien représentée. Rien à voir avec la mandragore que vous avez vue tout à l'heure, où on essayait de l'arracher grâce à un chien. Ça, c'est vraiment la mandragore qui porte ses fruits, avec ses feuilles bien charnues. Bon, c'est une très très belle mandragore, mais le commentaire qui l'accompagne, c'est encore des histoires ésotériques de Dioscoride. Dioscoride, qui avait un prénom absolument délicieux, il s'appelait Pédacius. C'est mignon. Et c'est dans cette période qu'apparaissent des personnages, des personnalités, des personnages qui vont bousculer beaucoup de choses. Voici M. Otto Brunfels et un de ses livres, une double page, je ne vous demanderai pas de la lire, évidemment c'est tout en latin et ça sera encore longtemps tout en latin, mais vous avez une fleur qui est bien représentée et qui est accompagnée d'un texte descriptif.
Alors, la photocopie, c'est venu très mal, donc je vous donne la traduction. C'est une histoire du Narcisse. Selon Dioscoride, on est toujours dans l'esprit de Dioscoride. Mais il ajoute que ce narcisse a des feuilles semblables à celles du poireau. Ce n'est pas faux. Les feuilles sont ténues, beaucoup plus petites et étroites que celles d'un poireau. La tige est nue et les feuilles s'élèvent de 3/4 d'un empan. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un empan? Eh bien, c'est la largeur d'une main, tout doigts ouverts. Et puis, une autre personnalité, je vous avouerai, une personnalité que j'aime beaucoup, c'est Léonard Fuchs. Un homme absolument remarquable. En 1542, il publie un ouvrage fondateur. Vous admirez sa barbe. C'est quand même impressionnant. Alors, dans cet ouvrage, il y a des gravures qui sont excellemment bien exactes et bien représentées. C'est de très très bonnes images. Et c'est Fuchs lui-même qui dit, avec des images comme ça, on a des informations qui sont bien supérieures à ce qu'on pourrait avoir avec un texte écrit avec des mots. Et effectivement, un bon dessin contient bien plus de données que le meilleur des textes. En moins de place, en une seule page, un texte de plusieurs pages ne donnerait pas l'équivalent. Rien ne vaut un bon dessin bien observé. Et Fuchs complète avec des descriptions et surtout des indications du milieu naturel où pousse la plante. Et ça, c'est assez nouveau. Mais la notion de biologie n'existe pas du tout, puisqu'il qualifie le mouron rouge d'Anagalis mars, c'est-à-dire Anagalis mâle, et la même espèce à fleurs bleues, il l'appelle Anagalis femelle. Donc, il n'a aucune notion de la reproduction du mouron. Il faut dire que les notions de biologie apparaîtront plus tard, bien plus tard. Et Fuchs fait ce dessin. Alors, si vous regardez bien, vous avez une racine. De cette racine partent 3 branches. L'Amium album. Deuxième branche, l'Amium purpureum. Troisième branche, je suis en panne de pile, ça y est. Troisième branche, l'Amium galeopdolone, qu'on appelle maintenant Galeopdolone luteum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 3 espèces qui se ressemblent. Les feuilles se ressemblent beaucoup chez ces 3 espèces. Mais nous les distinguons très bien, nous. Mais lui, il les fait partir à partir d'une même racine. Eh bien, ça exprime la parenté profonde que Fuchs a identifiée entre ces 3 plantes-là. Autrement dit, il met ces 3 espèces-là dans le même genre. Mais il ne le dit pas. Il ne crée pas le mot de genre. Et il ne l'écrit absolument pas. Mais il l'exprime graphiquement. Et ça, c'est un saut considérable dans la pensée des naturalistes. Alors, ça y est. Voilà, avec cette apparition de la notion de genre, la botanique va devenir scientifique. Mais ce n'est pas encore exprimé autrement que par le dessin de Fuchs. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que j'aimais beaucoup Fuchs. Au XVIe siècle, on commence à s'apercevoir qu'il n'y a pas que des plantes utiles, nuisibles, toxiques, etc. Qu'il y a aussi des plantes qui sont nombreuses, qui sont souvent petites, souvent moches, qui ne servent à rien. Autrement dit, il y a beaucoup plus de plantes que celles dont on a l'usage
ou dont il faut apprendre à se méfier. Il y a un grand nombre d'autres espèces et l'ensemble de toutes ces plantes, c'est une biodiversité. On commence à prendre conscience qu'il y a une biodiversité. On ne le dit pas, on attendra le XXe siècle pour le dire. Mais c'est sous-jacent. Et ça se traduit par le fait qu'on va publier le premier ouvrage qui va recenser toutes les espèces connues des environs de Paris. Toutes, même celles qui sont moches et qui ne servent à rien. Ça, c'est encore un grand saut dans l'histoire. S'intéresser aux plantes qui n'ont aucune utilité. Et puis, Tournefort. Encore un autre que j'aime bien, décidément, j'aime bien beaucoup de ces messieurs. Oui, ça, les barbes sont impressionnantes. Alors, Tournefort est parti. Il a fait une expédition extraordinaire. Il est parti avec un jeune botaniste, Gundelsheimer, et son appareil photo. Et ne riez pas, son appareil photo s'appelait M. Claude Aubriet, et il dessinait sur le terrain les plantes, les fleurs qu'on rencontrait, et pas seulement, parfois il dessinait un oiseau qu'on n'avait encore jamais vu. Et donc ils ont fait cette expédition formidable, ils ont rapporté des données sur de très nombreuses plantes. Voilà une planche de Claude Aubriet qu'il a finalisée de retour à Paris. C'était un excellent peintre. Et Tournefort avait, avant de partir pour le Levant, il avait publié cet ouvrage, Les Institutiones Rei Herbariae. Et dans cet ouvrage, il classe les plantes comme nous le faisons nous-mêmes, mais évidemment selon d'autres critères et en d'autres catégories. Mais il les classe en grands groupes. Alors il les nomme au niveau d'espèces, et les espèces pour lesquelles il trouve une ressemblance, il les rassemble dans un grand paquet. C'est déjà une classification de type d'une classification scientifique. En 1700, à ce moment-là, il y a plusieurs chercheurs, souvent d'ailleurs des chercheurs, je dirais presque occasionnels, qui démontrent que les plantes ont une sexualité. Et en France, ça a été démontré de façon claire par Sébastien Vaillant, qui travaillait à Paris, et qui a travaillé sur le pistachier, arbre unisexué. Et à Paris, il y avait 2 plants de pistachiers qui étaient cultivés déjà depuis des années. Alors, Sébastien Vaillant a dit, mais celui-ci, il est mâle, et celui-là, il est femelle. Les 2 arbres étaient distants de 300 ou 400 mètres. Il y avait des maisons entre deux, donc le pollen ne pouvait pas y aller tout seul. Et Sébastien a fait une pollinisation artificielle. Il a cueilli des fleurs mâles, il les a saupoudrées sur les fleurs femelles, et c'est la seule fois où, en de nombreux siècles, ce malheureux pistachier, qui est encore du monde, il est très vieux, très fatigué, mais il tient le coup, c'est la seule fois où il a porté des pistaches. Donc, les plantes avaient une sexualité comme les animaux. Ça, c'était encore un très grand pas. Et puis maintenant, Linné, qui décide que tous les êtres doivent porter un nom construit sur un plan unique, un nom formé de 2 mots. Ça va simplifier énormément la compréhension, surtout dans les livres. Parce qu'avant, certaines plantes avaient un nom qui était formé de 6 ou 8 mots successifs. Et chaque fois qu'un auteur parlait de la plante, il inventait un nouveau nom.
Alors, Linné décide qu'il faut un nom unique, universel, facile à mémoriser, donc seulement en 2 mots, indépendant de la langue parlée dans le pays de l'auteur, et indépendant du monde d'écriture. Et actuellement encore, quand un Chinois décrit une espèce nouvelle, le nom est écrit en latin, en caractère latin. C'est indépendant du mode d'écriture du pays d'origine du botaniste. Alors, un exemple, Ranunculus repens, la renoncule rampante, c'est évidemment un nom de Linné, formé de 2 mots latins, faciles à identifier. Cette petite renoncule, vous la connaissez, c'est une charmante renoncule qui envahit les plates-bandes là où on ne le veut pas. Les rouges-gorges, comme tous les autres animaux, ont également un nom formé de 2 mots qui lui a été attribué par Linné. Le nom est toujours formé du nom de genre, suivi de, on peut dire, un qualificatif, parce que ce n'est pas nécessairement une épithète, ça peut être un nom en apposition, mais enfin, c'est un second nom qui a toujours une forme latine. Et alors, Linné classe systématiquement les plantes selon leurs organes reproducteurs. Ça, c'est encore quelque chose de nouveau. Par exemple, l'ornithogalum, c'est Ornithogalum nutans qui fait des belles fleurs blanc grisâtres. Il est dans la catégorie Exandria, ça veut dire qu'il a 6 étamines. Monogynia, ça veut dire qu'il a un seul ovaire. C'est une grande catégorie dans laquelle il y a beaucoup d'espèces. Et puis, Linné donne une description de la plante. Ornithogale à fleurs pendantes d'un seul côté de la tige. Nectaire des étamines. Les nectaires, pour Linné, c'est tous les appendices qui sont sur ou autour des étamines. Ah, non, ça je suis... Il faut que j'appuie doucement. Et puis, Linné indique la région où la plante est spontanée et son mode de vie. Le mode de vie est ici figuré par ce petit dessin qui est tout à fait à droite, qui est le signal chimique de la planète Jupiter. C'est aussi le signal chimique d'un métal qui est l'étain. Et par convention, ça veut dire plante vivace. Avec Linné, la plante a fait un pas de plus. Elle est devenue biologique, puisque Linné utilise les caractères de ses organes sexuels pour la classer, pour la ranger dans des catégories logiques. Et Linné va publier en 1746 un dessin qu'il avait fait lui-même en 1729. Il était très jeune, il avait 22 ans. Et dans ce dessin, il a figuré à droite un pied femelle de mercurial, la petite mercuriale si commune partout, et à gauche un pied mâle. Et il a figuré le vent, tout à fait à gauche, qui souffle, et le pollen qui s'envole des fleurs mâles vers les fleurs femelles. Donc il n'y a aucun doute, Linné avait tout compris des grandes lignes de la sexualité. Et ça confirme qu'il a fait entrer le végétal dans le monde des êtres biologiques. Et alors, au XVIIIe siècle, grâce à Linné et à d'autres, la botanique devient vraiment une science de la vie. À partir de ce moment-là, il suffira qu'un vieux barbu, qui n'a d'ailleurs pas vécu si vieux que ça, qui s'appelait Darwin, fasse entrer la biologie dans le monde de l'évolution, et puis ensuite, maintenant,
là où nous en sommes, avec tous les travaux de génétique qui nous permettent maintenant d'affiner les classifications, mais la chose était lancée depuis le XVIIIe siècle. Et c'est comme ça que nous avons maintenant une botanique qui est complètement scientifique. Je vous remercie et si vous avez quelques questions à poser, ce sera avec plaisir.